Bon, rebonjour, c'est toujours moi. Nous sommes toujours le 27 août. Je donne la date parce que c'est important que si vous visualisez cette vidéo dans 6, 7, 8 mois, que vous compreniez qu'elle a été faite le 27 août 2018. Bon, je reprends là où on avait laissé dans la première vidéo. On avait parlé donc de ce nouvel ordre mondial, en quoi ça consiste. On avait vu dans quel secteur ça s'appliquait. Donc pour résumer un peu, c'est un nouvel ordre mondial, ça veut dire si c'est neuf, c'est-à-dire qu'il y a eu un ancien. Donc l'idée c'est de remplacer l'ancien par un nouveau. L'idée c'est bien sûr de faire mieux, en principe. Donc on remet en cause systématiquement tout l'ancien ordre, dans le sens le plus général du terme, et on le remplace par un nouvel. Un ancien ordre, que ce soit économique, politique, social, familial, religieux, culturel, tous les aspects de notre vie sont concernés par ça. Donc on s'achemine vers un remplacement, une substitution des anciennes valeurs par des nouvelles valeurs. Nous avons vu le côté économique, en ce sens que nous allons vers une privatisation planifiée de pratiquement tous les services publics actuels existants. Ça, je pense que n'importe qui regarde la télévision aujourd'hui, ou même depuis des années, s'en est bien rendu compte. Hein, la Poste, la SNCF. Tout ce qui est service public aujourd'hui est appelé à plus ou moins long terme à être privatisé, ou du moins à être en partie privatisé, sous-traité, délégué, et tout ça pour le bien de grands groupes financés par les mêmes gens qui sont l'auteur de ces lois d'ailleurs, des fonds de pension, des banques, qui de toute façon s'accaparent la richesse nationale, les infrastructures que les citoyens ont payées avec leurs impôts depuis des dizaines d'années, voire des générations, voire des siècles, et se l'accaparer pour faire des profits. Donc le plan économique, on a plus ou moins touché à ça la dernière fois, je ne vais pas y revenir. Je vais maintenant passer sur le plan religieux. Alors ça c'est aussi très intéressant. De même qu'il y a donc un ancien ordre religieux, il y a beaucoup à dire là-dessus. De même, il y aura un nouvel ordre religieux. Alors l'ancien ordre religieux, c'est quoi? Ce sont les religions traditionnelles. Alors je parle maintenant de l'Ouest. Hein. Donc essentiellement le christianisme sous toutes ses formes, le catholicisme, le protestantisme. Un nouvel ordre religieux un ancien ordre religieux, pardon, qu'il faut bien le dire est à bout de souffle. Qui est à bout de souffle et qui a largement failli dans sa tâche. Peut-être qu'on y reviendra en détail. Quoi qu'il en soit, cet ordre-là est appelé à disparaître. Il est appelé à s'amalgamer ou disparaître. Donc nous allons vers un système de syncrétisme, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui l'œcuménisme. C'est-à-dire que nous sommes tous des enfants de Dieu, nous vénérons tous le même Dieu, et que nous sommes tous sauvés, en fait, par nos bonnes actions, même les moins bonnes, mais peu importe. Dieu nous aime tellement qu'il ne tient même plus compte de nos mauvaises actions. Et c'est une religion de paix, ou d'harmonie, où tout le monde est frère et sœur, et tout le monde s'embrasse, et tout va bien. Ce mouvement œcuménique et ce mouvement syncrétique, en quelque sorte, incorpore non seulement les religions traditionnelles, donc le christianisme sous toutes ses formes, mais aussi tout autre mouvement, le New Age, bouddhiste, religion païenne, enfin ça fait partie, tout ça maintenant c'est dans un même pot, en quelque sorte.
et des religions qui incorporent des symboliques pseudo-chrétiennes, euh, et où en fin de compte l'homme est maintenant devenu le centre de tout. Dieu a été relégué sur le côté, et l'homme est maintenant le centre de cette religion pour le bien-être de l'homme, l'avancement de l'homme, l'épanouissement de l'homme. Et vraiment, c'est l'homme qui est vraiment au cœur de tout. Vous remarquez que je n'ai pas parlé de l'islam. C'est un sujet à part, l'islam. Peut-être que j'en traiterai dans cette vidéo, ou peut-être que dans d'autres vidéos suivantes. C'est un sujet qui mérite d'être abordé séparément. Quoique j'en ferai mention plus ou moins dans les passages dans les choses suivantes. Un autre sujet, après avoir vu le côté politique, économique, culturel, religieux, il y a le sujet de la population. Ça, c'est un sujet qui est très important et qui est vraiment, avec le système financier, au cœur de ce nouvel ordre mondial. La population. La philosophie, c'est quoi? C'est que globalement, la Terre est trop peuplée. Nous arrivons à 7 milliards ou 7,5, je ne sais plus très bien, d'habitants sur Terre. Et communément, vous parlez avec des gens ordinaires, et ils vous sortiront que oui, c'est vrai, la Terre est trop peuplée. Parce que c'est ce qui se dit à la télévision, c'est ce que la propagande nous donne tous les jours, ou pratiquement. La Terre est trop peuplée. Et que ce n'est pas durable. Ce n'est pas possible de gérer cette population. La Terre ne peut plus. On nous dit qu'on est arrivé déjà il y a quelques semaines de ça à la fin de ce que la Terre pouvait produire pour cette année. Donc on nous parle d'un épuisement des ressources, de la pollution. C'est une théorie qui est largement diffusée par une partie du monde scientifique et des politiciens. J'aimerais commenter que ce qui est en cause vraiment, c'est notre modèle économique, ce n'est pas la population, ce n'est pas la capacité de la Terre à produire, parce que parallèlement, on voit des productions agricoles gaspillées, jetées, détruites. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas la Terre, ce n'est pas sa capacité à produire et à accommoder ces milliards de gens. Ce qui est en cause, c'est notre système de production, de distribution et de consommation. C'est ça qui est vraiment en cause. Donc, quelle est la solution qu'il propose? La solution, elle est simple, pour ne pas dire simpliste, c'est de réduire la population. Tout simplement. On est trop, donc il faut être moins. C'est logique, hein, il n'y a pas... Il ne faut pas avoir fait l'ENA pour comprendre ça. Comme nous sommes trop, ben, il faut réduire. Bon, très bien. Donc on réduit comment? On réduit par plusieurs méthodes. Alors un sujet très controversé qui risque de faire bondir certains d'entre vous, c'est l'avortement. Il est clair pour moi que l'avortement, mis à part certains aspects peut-être, mais c'est s'inscrit dans cette logique de réduction de la population. Il me semble avoir vu quelque part que depuis que l'avortement est légalisé aux États-Unis, on parle de près de 50 millions d'avortements légaux qui ont lieu. À coût de, je crois, c'est 50 000 par an. Alors, je n'ai pas regardé les chiffres pour la France, je ne sais pas si c'est en hausse ou en baisse ou stable. Quoi qu'il en soit, à l'échelon mondial, l'avortement est un élément de contrôle de la population. Voilà, en gros c'est ça. Il y a également, un autre point, il y a une vidéo très intéressante sur Internet de Bill Gates. Tout le monde connaît Bill Gates, qui maintenant est apparemment un expert
en question de population parce qu'il fait une démonstration dans laquelle il présente une équation. Et il dit dans cette équation que la pollution et tout le réchauffement climatique et tout ça, c'est dû à la présence de CO2 dans l'atmosphère et que le niveau de CO2, il faut écouter bien ça parce que ça vaut quand même le coup d'être écouté et ça vaut le coup de bien suivre le raisonnement de Bill Gates. C'est une équation donc, la pollution, le niveau de CO2 est une équation qui est égale au produit de différents éléments, dont un facteur P pour population. Donc évidemment, plus ces facteurs sont bas, plus le niveau du CO2 sera faible. Donc Bill Gates se dit, un grand mathématicien comme lui, si le facteur P est un élément dans cette équation, si je réduis P le plus vers 0, eh bien mon niveau de CO2 baissera. Ah oui, c'est mathématique. Sauf que c'est plutôt simpliste. C'est presque vraiment, c'est un raisonnement ridicule. Donc il explique dans cette vidéo comment il faut faire baisser et pourquoi il faut faire baisser la population de façon à ce qu'éventuellement le niveau de CO2 baisse. Bravo. Mais malheureusement c'est grave. Malheureusement ce n'est pas risible. Parce qu'il continue à dire dans cette même vidéo, et ça, je vous garantis que c'est vrai. Alors, je n'ai pas la référence exacte, je pourrais la retrouver si ça intéresse certains. Il continue à dire dans cette même vidéo, et pratiquement, je traduis pratiquement mot pour mot, que malgré nos efforts de vaccination, de prévention et de planning, qu'avec tous nos efforts en vaccination, prévention et planning familial, on pourra réduire de 10 à 15% la population mondiale. Dans la vidéo, il dit bien réduire. Alors quand j'écoutais ça pour la première fois, j'ai dit non, j'ai du mal à comprendre. Quand je suis revenu en arrière sur la vidéo pour bien réécouter ce qu'il disait, et il disait bien réduire. Donc Bill Gates nous propose de réduire la population de 10 à 15% par les moyens que lui-même cite, qui sont, je le répète, vaccination, prévention et planning familial. Wow. C'est quand même phénoménal. Je vous disais dans la première vidéo que les objectifs et les méthodes de nouvel ordre mondial ne sont pas cachés, elles sont pleinement exposées. Il suffit de s'intéresser, il suffit d'aller voir et de comprendre. Ça, c'est un cas typique. C'est un cas typique. Bill Gates ne bronche pas quand il dit ça. Il parle clairement de réduire la population. Voilà, simplement. C'est pas un problème pour lui. Par contre, les moyens qu'il mentionne sont intéressants, notamment quand il parle de vaccination. Ça doit cliquer dans nos têtes qu'il n'y a pas tellement longtemps, on nous a pondu cette affaire de vaccination pour les enfants, notamment de l'hépatite. Intéressant. Pourquoi l'hépatite? Et que donc, pour lui, la vaccination est un élément de réduction de la population. Point barre. Donc, je vous le disais en introduction de la première vidéo, qu'on voit pointer comme ça dans l'actualité des événements et on croit qu'ils sont isolés les uns des autres et qu'ils n'ont aucun rapport. Et quand on voit que notre ministre de la Santé nous a maintenant obligés, en quelque sorte, à vacciner nos enfants ou à augmenter les vaccins obligatoires, quand on voit les propos de Bill Gates, on se dit mais il y a forcément un rapport. Ben oui, il y a un rapport. Forcément. Bill Gates n'est pas quelqu'un qui perd son temps à dire des bêtises. Je pense.
Donc encore une fois, tous ces événements que l'on peut voir pratiquement quotidiennement sur nos écrans de télévision, dans les actualités, ne sont pas des éléments isolés. Et je vous invite à bien les étudier et à faire la correspondance entre tous ces éléments-là et obtenir une vision globale, une vision générale des événements. Tout est lié. Rien n'est anodin, tout est lié, je vous le garantis. Alors, autant que je me rappelle bien, cette idée de vaccin supplémentaire a commencé très habilement par un coup de propagande en nous disant qu'une pétition a été signée par 200 médecins qui donc réclament plus de vaccins, de passer de 3 ou 5 obligatoires précédemment jusqu'à 11. 200 médecins. Je ne sais pas combien la France a de médecins en ce moment. Mais ce qui est quand même curieux, et on en reparlera pour d'autres événements, notamment pour la loi Schiappa, c'est qu'à part ces soi-disant 200 médecins qui ont fait cette pétition pour demander plus de vaccins, tout le monde se l'est fermé. Il y a eu sur les plateaux de télévision quelques médecins, quelques professeurs qui sont intervenus par rapport à ça, mais de façon générale, l'ordre des médecins, je suppose, je parle sous correction, pardon, excusez-moi, mais de façon générale, les médecins n'ont pas bronché. Personne n'a protesté. Je parle de professionnels de santé, je ne parle pas des individus mal informés, parce que nous ne sommes qu'un tas d'idiots, en fait. Donc, les professionnels de santé, personne n'a bronché. Tout le monde ferme sa bouche et on accepte ces 11 vaccins. Alors qu'une fois de plus, quand on regarde à droite à gauche, dans d'autres pays du monde, on se rend compte que la plupart des pays du monde, ou des pays comparables aux nôtres, n'imposent pas ces vaccins, voire même sont prêts à diminuer déjà le nombre de vaccins qui étaient obligatoires précédemment. Enfin bref, encore une fois, on s'aperçoit qu'il y a une incohérence totale dans cette demande, dans cette loi, si ce n'est, la seule cohérence qu'il y ait, c'est de répondre à une obligation qui est imposée d'ailleurs. J'espère seulement qu'on ne va pas se retrouver avec un scandale sanitaire, comme il y a eu dans d'autres occasions en France, sur d'autres problèmes de santé. L'amiante, par exemple, en est un. Le glyphosate est un autre sujet qui risque de nous péter la figure un jour ou l'autre. Mais on se rend compte que la santé, en fin de compte, de la population n'est pas la préoccupation de nos élites. Et je pense que ce qu'a dit Bill Gates, et encore une fois, Bill Gates n'est pas un fantaisiste, ce n'est pas rigolo. C'est quelqu'un qui est écouté, qui a de l'influence, qui participe à des grandes réunions avec nos politiciens, nos ministres, nos chefs d'entreprise. Ça me rappelle également l'histoire du H1N1 qu'il y a eu quand la ministre Bachelot a fait acheter, je crois, 90 millions de doses de vaccins H1N1. On nous avait promis une grande épidémie qui n'a jamais eu lieu. On a vacciné des gens pour rien. Et on s'est retrouvé en fin de compte avec des millions de doses non utilisées. Voilà. Donc l'argent public, une fois de plus, a été utilisé pour renflouer une entreprise pharmaceutique. Voilà. C'est comme ça. On peut également s'interroger sur toutes ces nouvelles maladies. Voilà. Le sida en est une, par exemple. Bon, nouvelle plus trop maintenant, mais quand même à l'origine. Les formes de cancer, Ebola, H1N1, H2N5, H6N8, on ne sait pas ce qu'ils vont nous pondre dans les prochaines années. Mais il y a une apparition de maladies bizarres qui n'existaient pas avant. Donc on pose la question de savoir à quoi elles servent.
Dans quel but? Alors, si on parle de réduction de la population, il faut se demander à quel niveau. On est 7 milliards, ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nous réduire à combien? 6 milliards, 5 milliards, 4 milliards? Qu'est-ce qui est pour eux le niveau acceptable de population sur la Terre? Eh bien, je vais vous le dire, parce que certains le disent. Ça va certainement vous surprendre, du moins j'espère que ça va vous surprendre et vous choquer. Parce que le niveau de population qui est souhaitable pour la survie de notre Terre, qui est maintenant notre mère, hein, je vous rappelle, hein, on est dans des concepts New Age et tout ça, là, hein, où la Terre, notre mère, c'est elle qui nous nourrit, blablabla, blablabla. Bien. Je vous invite aussi à aller voir sur Internet la vidéo dont je vous parle maintenant. C'est un monument qui a été érigé à Elberton, en Géorgie, aux USA. Ça s'appelle les Guidestones, ça s'appelle les pierres guides, en quelque sorte. Alors c'est curieux parce que c'est un monument qui est sorti de terre un jour. Les gens se réveillent, le monument existe. Et on ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas qui l'a financé, qui est responsable de ça. Est-ce qu'il y a eu une autorisation qui a été délivrée par quelqu'un, les propriétaires du terrain, la municipalité, l'État, machin, on n'en sait rien. Et néanmoins, ce n'est pas un bâtiment qui est anodin, ce sont quand même des pierres de granit qui font 7 mètres de haut. Hein, je lis mon document, je crois qu'il y a je ne sais plus si c'est 5 ou 6 pierres qui font 7 mètres de haut, bon, qui pèsent plusieurs tonnes, hein, des choses qui ont été amenées avec des camions et des grues, hein, pas avec une brouette. Hein. Ces pierres sont écrites en 8 langues, dont 4 anciennes. Je vous rassure, il n'y a pas le français. Et ces pierres comportent 10 règles. Alors, je pense qu'il y a une analogie plus ou moins cachée aux 10 commandements. Ce sont 10 pierres, 10 commandements, ou 10 règles plus exactement, qui existent pour une époque de la raison. Alors les sponsors se sont plus ou moins révélés après coup, ils ont édité, ils ont fait un document sans pourtant s'identifier clairement, mais ils ont dit voilà, on est un groupe de bienfaiteurs, machin, et on a mis ça parce qu'on veut sensibiliser le monde sur ça, 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 ça et ça. Voilà. Mais ils sont anonymes. Ils sont quand même manifestés parce que les gens quand même demandaient qu'est-ce qui se passe, qui a quand même mis ces pierres, qui sont toujours debout, hein, donc personne ne s'est inquiété de les détruire. Personne ne s'est dit ces pierres-là sont illégalement sur ce terrain. Et donc ces pierres donnent 10 commandements, 10 règles, et l'une de ces règles eh bien, fixe la population du monde à, je vous le donne, à 500 millions. Je répète, 500 millions. Et on est 7 milliards pour le moment, plus ou moins. Allez, je vous donne grâce de quelques centaines de millions. 500 millions. Ça laisse rêveur. Dans la foulée, ces fameuses pierres, et vous trouverez tout ça sur Internet, hein, je n'invente absolument rien, hein, je vous encourage à y aller. Hein. Ces pierres, en même temps, font l'apologie d'une langue unique, d'une nouvelle langue mondiale unique, d'une cour pénale mondiale. Je crois aussi que ça parle quelque part de monnaie unique. Bon, bref. Donc, tous les sujets que l'on connaît aujourd'hui, que l'on voit dans l'actualité aujourd'hui, donc il n'y a rien de neuf. Les auteurs de cette pierre ne font que reprendre des idées qui sont déjà connues et qui sont certainement celles qui sont en train d'être mises en place par nos différentes instances internationales, que ce soit les Nations Unies, l'Union Européenne et autres. Donc quand on parle de théorie du complot, on n'est pas dans la théorie du complot. Ces pierres existent. Ces 10 règles existent. Cette idée de réduire la population à 500 millions existe.
le discours de Bill Gates dont je faisais état tout à l'heure existe vraiment. Donc, il s'agit de faits vérifiables. On n'est pas dans la fantaisie, ni l'imagination, ni l'imaginaire tordu. On est dans des faits qui sont absolument vérifiables, contrôlables, et je vous invite bien sûr à le faire. Donc, ça me rappelle aussi les différentes lectures et différents livres de la Feu Claire Sévrac, qui notamment a fait des livres concernant, en disant, je crois que c'est intitulé La guerre secrète contre les peuples. Alors, je n'ai pas lu le livre, je vous l'avoue, j'ai lu quelques extraits, j'ai vu quelques-unes de ses conférences quand elle était encore vivante. Mais effectivement, elle expose tout ça en grand détail, je vous invite à les consulter. Donc, c'est Claire Sévrac, vous trouverez ça sur Internet encore, je pense, sur YouTube. Et donc, où elle expose en détail toutes ces manipulations sur la population à travers l'alimentation, les OGM, les vaccinations, enfin, et les fameuses chemtrails, on en reparlera certainement ça aussi. Donc tout ça, c'est encore une fois des faits vérifiables, faut pas se leurrer. Je crois qu'il est temps d'ouvrir les yeux. J'espère que cette vidéo contribuera d'une modeste manière, certes, néanmoins à sensibiliser le plus de gens possible et à nous faire ouvrir les yeux par rapport à ce qu'il se passe. Et après, je donnerai à la fin quelques éléments de réponse peut-être. En tous les cas, pour l'instant, je pose la situation telle qu'elle existe et telle qu'elle est vérifiable et démontrable. Donc, on parle maintenant d'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est toute une série de mesures pour contrôler les masses, un contrôle psychologique, social, économique. Donc, tout est fait afin de nous contrôler. Alors, il y a deux façons possibles. Il y a deux façons possibles. Il y a le côté soft, le côté doux, et il y a le côté plutôt dur. Comme on disait à une époque, il y a deux façons d'apprendre, il y a la façon facile et la façon difficile. Et là, c'est un peu pareil. Donc, il y a le côté soft de manipulation des masses, ça se fait par tout ce qui est propagande, c'est-à-dire télévision, différentes œuvres culturelles, cinéma et autres. Propagande qui a pour but de modifier nos comportements, de nous faire accepter des choses qui seraient autrement inacceptables, ou qui auraient été autrement inacceptables. Le but est aussi de faire baisser donc la population, et principalement en Europe de l'Ouest, du moins dans le monde occidental. Parallèlement à ça, il y a un côté plus dur, les deux côtés suivent une course, je veux dire, parallèle. Pour l'instant, elles ne sont pas encore tout à fait rencontrées, pas du moins, pas vraiment en Europe de l'Ouest encore. C'est par les guerres, les famines, les maladies, la pollution, le dérèglement climatique. Je reviendrai sur cette histoire de guerre et tout ça. J'ai un chapitre assez intéressant là-dessus, je pense. On voit donc qu'il y a, encore une fois, toutes sortes de phénomènes qui existent, qui peuvent paraître indépendants les uns des autres, mais tout ça est lié. Est lié afin d'obtenir un outcome, un but précis. Ce que je voulais maintenant ajouter à ce niveau-là, c'est qu'on peut effectivement parler de dictature, dans la mesure où le peuple n'est plus en mesure d'influencer sa destinée. Cette destinée nous est dictée, nous est imposée, encore une fois, soit de façon douce, soit de façon violente, par une élite intellectuelle qui s'imagine avoir une obligation presque divine, en tous les cas, carrément même divine, on peut dire,
du moins qui pensent être un appel divin sur leur façon de penser pour mettre en place dans le monde un nouvel ordre mondial. Ce qu'il faut néanmoins remarquer, c'est que toute dictature, quelle qu'elle soit, a besoin de l'adhésion populaire. Les événements que l'on vit aujourd'hui, en France particulièrement, mais peut-être en général en Europe et dans le monde, me rappellent beaucoup les événements d'avant-guerre, les événements des années 20, années 30, où on voit la montée du nazisme, du fascisme en Italie, en France, en Allemagne, en Espagne, ou si on prend l'ordre chronologique, en Italie, en Espagne et en Allemagne. Et l'on voit de toute façon que toute dictature vise à influencer et à mettre la main sur chaque activité sociale. L'éducation, la santé, le sport, les arts. Bon, ça on l'a déjà vu, je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette dictature a besoin de l'adhésion populaire. Cette adhésion, elle est soit volontaire, soit forcée. Néanmoins, ils ont besoin de cette adhésion populaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il faut se rappeler que dans l'Allemagne nazie, pour prendre cet exemple qui est pour moi très typique, et dans une certaine mesure dans la France pétiniste des années 40, 45, 44, toutes les couches de la société ont participé à la mise en place de la dictature. Il faut bien comprendre ça. Après la guerre, les Allemands ont fait les moutons en disant ah on savait pas, c'est pas de notre faute, machin. C'est tout à fait bidon. L'Allemagne, dans sa grande majorité, et quand je dis grande majorité, c'est 95-98% peut-être, a participé au fascisme, a participé à la solution finale contre les Juifs, et a participé à toutes les lois et à tout le système nazi. Que ce soit les intellectuels, professeurs d'université, les médecins, les avocats, les juges, les policiers, les gendarmes, tout le système, les industriels, évidemment, tout le système a participé au système fasciste. Tous. Sans cela, Hitler tout seul n'aurait rien pu faire, même avec une poignée de SA ou de SS, il n'aurait absolument pu rien faire. Donc la leçon de tout ça, c'est qu'une dictature a besoin de l'adhésion populaire. Sans cela, c'est impossible de mettre en place. Et ça, c'est un élément de réponse que j'aimerais vous présenter aujourd'hui. C'est que sans cette adhésion populaire, j'ai parlé précédemment des médecins vis-à-vis de cette nouvelle loi concernant les vaccins. Si les médecins, et je n'ai pas l'intention de les pointer du doigt particulièrement, ce n'est pas mon propos, c'est juste un exemple, j'espère qu'ils ne se fâcheront pas avec moi, avaient vigoureusement, dans leur grande majorité, opposé cette loi, je pense qu'elle aurait été retirée. Mais comme il n'y a eu aucune réaction des médecins, pour quelle que soit la raison, je ne dis pas que tous les médecins adhèrent au système, forcément, néanmoins, leur silence pourrait peut-être un jour se retourner contre eux. Qui ne dit mot consent, hein, comme on dit en français. Donc le fait qu'il y ait une absence d'opposition ou de résistance de la part des professionnels de santé en général sur ces problèmes de vaccination fait que, de facto, l'ensemble du corps médical est d'accord avec cette loi.
Donc à chacun maintenant d'estimer sa position. Dans l'Allemagne nazie, je lis mes notes à vous m'excuser, dans l'Allemagne nazie, donc tout le monde a été compromis à un moment ou à un autre. Les seuls qui ont, peut-être pas les seuls, enfin quoique, bon bref, je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus à ce niveau-là, mais disons que les principales personnes qui ont posé, c'était bien sûr les juifs. Donc tous les intellectuels juifs ou tous ceux qui ont pu échapper à sortir d'Allemagne avant que ça soit trop tard l'ont fait. Ils sont allés se réfugier aux États-Unis ou ailleurs. Certains juifs ne pouvaient pas s'imaginer ce qui allait leur tomber dessus. Ils se pensaient citoyens allemands à part entière. Certains avaient même combattu pendant la Première Guerre mondiale, décorés et je ne sais quoi. Pour eux, ils étaient des citoyens allemands à part entière. Il était absolument incompréhensible qu'un régime, quel qu'il soit, mis à part quelques petites brimades peut-être passagères, mais qu'il y ait un mouvement de l'ampleur que celle qu'on a connue avec la Shoah. Et encore une fois, la société allemande a participé, plus, même par le silence, au système nazi. À tel point qu'après la guerre, les Américains, les Alliés, bon les Américains on va dire, se sont lancés dans ce qu'on appelle la dénazification de l'Allemagne, c'est-à-dire arrêter, juger, si possible condamner les principaux acteurs du régime nazi pour en quelque sorte sortir les mauvaises pommes du panier. Sauf qu'ils sont très aperçus que c'est absolument impossible, parce que les juges étaient dans le coup, les avocats étaient dans le coup, tout le monde, donc les médecins, toutes les théories raciales, les médecins étaient dedans, les scientifiques, les fameux intellectuels, les chercheurs, les ceci, les cela. Tout le monde était trempé dans le système. Donc pour extirper ça de l'Allemagne d'après-guerre, c'est absolument impossible. Donc on a mis au point Nuremberg, qui était ni plus ni moins qu'un grand show en quelque sorte, hein, pour faire semblant de faire quelque chose. Les principaux coupables ont été arrêtés, Göring, machin, on connaît la suite. Hein, bon, voilà, ils sont morts, la plupart ont été exécutés ou se sont pendus, ou quoi. Bref. Du coup, l'Allemagne est désignifiée, on est tranquille, on a fait ce qu'il y avait à faire. Ben non, fou. On sait très bien que jusqu'après la guerre, peut-être des centaines, peut-être même des milliers, je ne sais pas, d'hommes qui avaient été fortement impliqués dans le régime nazi ont continué à vivre, à avoir une activité professionnelle, même des gens qui auraient pu être poursuivis pour crimes de guerre, notamment à Oradour-sur-Glane, les officiers SS. Il y a eu, après la guerre en Allemagne, une volonté peut-être d'apaisement, peut-être, je pense que c'est légitime d'un côté, certainement, néanmoins, la volonté de ne pas continuer, de ne pas poursuivre tous ces gens-là et de ne pas traumatiser tout le monde. Donc on voit que l'Allemagne fédérale a été reconstruite avec énormément de cadres nazis, énormément, d'ailleurs c'était logique, c'était impossible de faire autrement. Il était impossible pour la République fédérale allemande de se reconstruire avec des gens qui n'avaient aucune participation dans le système nazi, puisque tout le monde était trempé dedans. N'importe quel adulte était forcément dedans, à un moment ou à un autre. Peut-être pas tous au même niveau, mais disons ceux qui auraient pu être utilisés après pour la République fédérale dans son économie, dans la mise en place des structures sociales, du gouvernement, tout ça, tous ces gens-là avaient forcément été trempés dans le truc. Et quand on vient à la Shoah, c'est pareil. Comme je disais précédemment dans le premier épisode, dans la première émission, tout le monde a joué la surprise. On a découvert les camps de concentration, tout le monde a dit « Ah,
là là, on ne savait pas, c'est infâme, c'est ridicule, plus jamais ça. Bon. On sait par exemple très bien que les scientifiques allemands qui ont participé à différentes choses, notamment au programme V1, V2, ont été récupérés par les Américains, hein, von Braun. Les Russes ont fait pareil, les Anglais ont fait pareil, les Français un petit peu aussi. Que la recherche nucléaire a aussi beaucoup avancé avec les différents scientifiques et l'état des recherches allemandes de l'époque. Bref, donc il y a eu une récupération par les Alliés de tout le savoir-faire, entre guillemets, hein, tout le savoir-faire nazi qui avait été mis en œuvre pendant la guerre, ou débuté en tous les cas. Et il y a un côté un peu plus obscur, c'est qu'on sait très bien que la CIA a recruté énormément d'anciens SS, qu'ils ont remis, alors on peut parler de recycler, hein, ils ont recyclé comme agents de la CIA des SS notoires, certains même des grands criminels, pour maintenant travailler pour eux. L'excuse, bien sûr, c'est qu'il y a maintenant le danger du pacte, enfin, du moins le danger du bloc soviétique, de l'URSS. Donc, la grande excuse, c'est qu'il fallait maintenant faire attention aux Russes, se préparer peut-être à une invasion de la part des Russes. Et donc, tous les moyens étaient bons, et à partir de ça, ben, tant pis, si on recrute des anciens nazis dans nos rangs, c'est pas grave, tant que ça nous permet d'arrêter les Russes. Bon, c'est une grande farce. Je ne vais pas m'étendre en longueur là-dessus, mais il est évident que depuis les premières conférences internationales, Casablanca, Bretton Woods, Yalta bien sûr, on s'est arrangé pour partager l'Europe entre la partie soviétique et la partie non soviétique, la partie américaine, en gros. Et donc, c'est aucunement une surprise que les Russes allaient récupérer la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Yougoslavie, c'était pas une surprise. Donc cette histoire du danger soviétique, c'est un danger qui a été créé par eux-mêmes. Alors je voudrais brièvement, parce qu'on arrive peut-être au bout, ouais, voilà. Je voudrais brièvement passer à un même sujet quand on parle de recyclage d'anciens nazis. Et il y a des cas flagrants, hein. Il y a des cas flagrants, dans l'armée notamment, dans la police, enfin, bref. Mais il y a un cas qui mérite notre attention, c'est le cas de Walter Hallstein. Alors il y a de très bonnes vidéos qui sont faites à ce sujet-là. Je ne vais pas paraphraser ou copier ce qui a été dit, je tiens seulement à le mettre un petit peu au devant, car ça vaut le coup. Quelqu'un qui est très peu connu, qui n'est même pas du tout connu en France, c'est un certain donc monsieur Walter Hallstein, qui est un juriste universitaire, un haut dignitaire nazi, qui a été envoyé par Hitler pour discuter un projet d'Union européenne avec Mussolini. Alors ça, c'est un élément qu'il faut bien comprendre, c'est un peu quel était l'idée de l'Allemagne nazie. J'ai écouté une émission sur Histoire ou je sais pas quoi, une des chaînes historiques là à la télévision qui disait que ouais, les nazis voulaient conquérir le monde. Non, c'est faux. Ils ne voulaient pas conquérir le monde spécialement. L'Allemagne nazie, moi tel que je le comprends, hein, vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi et de commenter différemment si vous le désirez. Mais l'Allemagne nazie n'avait pas comme ambition d'étendre le Reich à tous les pays européens et même à tout le monde. L'Allemagne nazie avait comme ambition de créer une Europe nouvelle. Les partis germanophobes qui n'étaient pas inclus dans l'Allemagne de l'époque, ça oui, les Allemands voulaient récupérer toutes les régions où l'on parlait allemand et les intégrer au Reich. Ça c'est clair.
Ça a été le cas pour l'Autriche, ça a été le cas pour les Sudètes, ça a été le cas pour l'Alsace-Lorraine en une certaine partie. Donc oui, ils voulaient reconstituer un État allemand, mais avec des peuples qui étaient germanophones. Pardon. Donc qui parlaient allemand et qui avaient la culture allemande. Les autres peuples, comme les Français, les Belges, les Hollandais et tout ça, ils ne voulaient pas les inclure au Reich. Ils voulaient créer une nouvelle Europe. Et ça, c'est clair quand vous regardez bien toute la propagande nazie. La propagande nazie parle pas d'une grande Allemagne, mais d'une grande Europe. Alors peut-être est-ce un retour à Charlemagne, Napoléon, bon bref, je ne vais pas rentrer dans toutes ces histoires-là, peu importe. Quoi qu'il en soit, ils sont à l'origine d'un vrai projet européen. Ils avaient déjà prévu des autoroutes, fait des cartes de l'Europe avec les autoroutes qui sont pratiquement celles que l'on a aujourd'hui, hein, les fameuses E, hein, les autoroutes européennes qui vous amènent du sud de l'Europe, vous traversez la France, vous arrivez en Allemagne. Voilà. Donc il y avait un réseau routier européen et il fallait penser à une structure politique européenne. Et donc ce fameux Albert Einstein a été délégué par Hitler pour en parler avec Mussolini et pour mettre en place ce projet européen. Projet qu'il a présenté à Hitler à différentes reprises apparemment, bref. Bon, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, puisque c'était déjà dans les années, je ne sais pas, 41 ou peu importe. La guerre est arrivée, donc du coup, l'histoire est tombée à l'eau. Sauf que, contrairement à ce que pourrait penser, M. Einstein, qui était donc, je ne dirais pas un proche, c'est beaucoup dire, mais qui était certainement un des pions d'Hitler, ou du moins un porteur de projet important dans le système hitlérien, n'a pas du tout été inquiété. Il a été récupéré par les Américains, il a été recyclé par les Allemands de l'Ouest, et on retrouve ce monsieur Einstein dans le gouvernement allemand, et on le retrouve recyclé par la CIA, mis en place dans les structures, de l'Europe, de l'Allemagne de l'Ouest, et on le retrouve co-signataire du traité de Rome. Et on voit que c'est pratiquement, je pense, sans vouloir caricaturiser, mais il a certainement pris son vieux dossier qu'il a préparé pour Hitler, il l'a ressorti, il l'a un petit peu dépoussiéré, remis quelques pages à jour et l'a présenté aux instances allemandes de l'Ouest et françaises en disant voilà le projet européen. En gros, c'est ça. C'est peut-être un petit peu simpliste comme idée, mais je pense qu'il y a de la vérité dedans. À tel point que De Gaulle, qui n'était loin d'être un idiot sur beaucoup de sujets, a flairé le système, a flairé le coup, et il s'est insurgé contre cela et contre la présence de M. Einstein. Du coup, il a été débarqué, et on peut dire que quelque part, De Gaulle en a fait les frais. Alors, je ne vais pas revenir sur mai 68. Il est évident que De Gaulle était devenu de plus en plus impopulaire au niveau européen, donc au niveau américain. Il a sorti la France de l'OTAN, demandé à ce que toutes les forces américaines quittent le territoire français, et je rappellerai qu'à ce niveau-là, alors est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? J'ai un petit doute, mais jusqu'à une date récente, la France était le seul pays européen à ne pas avoir de troupes américaines sur son sol. Le seul. Prenez la Belgique, l'Hollande, c'est pourri, des troupes américaines, l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne, il n'y a plus de l'Ouest, il n'y a plus d'Est, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, je crois. Et maintenant, ça s'étend sur les Balkans, ça s'étend sur l'Europe du Nord, les pays baltes, et ce qui fait que les Russes commencent à se sentir un petit peu pressés à la gorge,
parce que les Américains montent des bases et mettent leurs troupes dans de plus en plus de pays d'Europe de l'Ouest et de l'Est. C'est une petite parenthèse. Et je pense que quelque part, si ça serait pour être un autre sujet pour une autre émission un jour, mais si on regarde de près, on se trouvera bien que mai 68 a été fortement influencé par la CIA, que certains syndicats, et je dis ça avec beaucoup de précaution, certains hommes politiques français, certains sont encore existants et encore plus ou moins opérationnels aujourd'hui et recyclés du rouge au vert, ont été des agents de la CIA et ont pris parti activement dans mai 68 et la conséquence directe qui a été la chute, si on peut dire, de De Gaulle. Et surtout, la mise en place après de différents gouvernements successifs, commençant avec Giscard certainement, Pompidou peut-être un petit peu, je ne sais pas, mais au moins Giscard, ça c'est clair, qui nous amène à la situation où on est aujourd'hui. Il faut bien comprendre que Macron n'est que, on va dire, la suite logique des différents gouvernements que l'on a eus depuis Giscard. Bon. Je ne veux pas aller plus loin aujourd'hui, enfin sur cette vidéo, parce qu'il est déjà 50 minutes. Donc je vais en faire une troisième, ça c'était la deuxième, je vais en faire une troisième pour arriver au bout de ce que je voulais vous présenter en premier. Donc encore une fois, si vous voulez liker, allez-y, commenter, allez-y, et je ferai de mon mieux pour vous répondre. Je vous remercie.